Bonjour les cinquièmes, je fais une vidéo synthèse sur toutes les notions qu'on a abordées cette année en SVT. Donc l'intérêt c'est de retenir un petit peu les points clés, les notions que je souhaiterais que vous reteniez pour les années futures, quatrième, troisième. Et à la suite de cette vidéo, vous allez avoir un petit questionnaire pour vérifier votre compréhension de ces notions. Je commence avec le premier thème, qui nous a pris à peu près un trimestre, voire même un peu plus, sur le corps humain. Et on avait commencé avec les muscles, comment les muscles font pour former de l'énergie, se contracter. On avait vu que les muscles captaient deux molécules, donc le dioxygène et les nutriments. Et l'association de ces deux molécules permettait la synthèse d'énergie, mais aussi la synthèse de déchets, comme le dioxyde de carbone, l'urée et aussi l'eau. Alors comment le dioxygène rentre dans notre circulation sanguine pour aller alimenter nos muscles? On avait étudié l'appareil respiratoire, ici les poumons, et on avait constaté que l'air contenait un certain pourcentage de dioxygène, 21%, et lorsque l'air passait au niveau de la trachée, des bronches, des bronchioles et des alvéoles pulmonaires, qui sont tapissés de capillaires sanguins, c'était à ce moment-là que le dioxygène passait la membrane des alvéoles pulmonaires pour rejoindre la circulation sanguine. Et le système inverse est identique pour le dioxyde de carbone, puisque c'est un déchet. Lorsqu'il passe près des alvéoles pulmonaires dans les capillaires sanguins, il va passer la membrane des alvéoles pulmonaires et faire le parcours inverse, c'est-à-dire bronchiole, bronche, trachée, et être libéré lors de l'expiration. Ça, on l'avait démontré avec l'eau de chaux. Je vous rappelle que l'eau de chaux, c'est un liquide qui est limpide, et une fois qu'on souffle dedans, le dioxyde de carbone vient en contact avec l'eau de chaux, et notre liquide limpide à la base devient trouble. D'accord? On s'est ensuite posé la question, mais comment les nutriments, eux aussi, viennent alimenter nos muscles, et on s'est concentré sur l'appareil digestif. Donc on avait vu les aliments, donc différents types d'aliments, les lipides, les protéines, les glucides, pour les macronutriments, et macroaliments, pardon, et ces éléments ont un apport énergétique différent, donc on avait vu comment manger de manière équilibrée, quel était le sens d'un IMC, etc. Et ce qui nous intéresse ici, on va juste voir comment les aliments se transforment en nutriments. Donc nos aliments vont passer dans l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et puis le côlon, mais finalement ils vont avoir pas mal de transformations dès le départ, dès la bouche, puisque nos glandes salivaires vont libérer des enzymes, le foie, le pancréas, etc. vont aussi libérer des enzymes, et ces enzymes vont en fait découper nos aliments en nutriments. On avait pris l'exemple de l'amidon. L'amidon, c'est une chaîne, une sorte de collier de perles, je l'avais imaginé comme ça, avec finalement chaque petite perle correspondait à une molécule de glucose, et les enzymes coupent ce collier de perles pour former juste les perles, c'est-à-dire le glucose. Et c'est à ce moment-là, c'est au niveau de l'intestin grêle, et plus précisément au niveau des villosités intestinales, que nos petits nutriments vont passer dans la circulation sanguine. Alors depuis tout à l'heure, je parle de mouvement dans la circulation sanguine, mais quel est l'organe central qui permet ce mouvement? C'est l'organe qui est présenté ici, c'est le cœur. Le cœur, il est composé de 4 chambres. Les parties supérieures, c'est ce qu'on appelle les oreillettes, et les parties inférieures, c'est ce qu'on appelle les ventricules. Et on a 4 grands vaisseaux sanguins autour de ce cœur qui permettent de mettre tout ça en mouvement. Alors si on fait un petit parcours, ici j'ai ce qu'on appelle la veine cave qui va ramener du sang pauvre en dioxygène au niveau de l'oreillette droite. On va passer la valve ici dans le ventricule et rejoindre l'artère pulmonaire pour se recharger en dioxygène. Une fois rechargé en dioxygène, je reviens donc dans la veine pulmonaire et j'arrive dans l'oreillette gauche pour passer la valve mitrale ici et me retrouver dans le ventricule gauche. Et le ventricule gauche, on va avoir une artère très importante qui est l'artère aorte qui, elle, va diffuser l'ensemble du sang riche en dioxygène pour l'ensemble de nos organes. Une fois que l'ensemble des organes sont alimentés en dioxygène, le sang il est pauvre en dioxygène et riche en CO2 et il reviendra par la veine cave pour relancer ce cycle. D'accord? Donc effectivement, on avait vu 3 types de vaisseaux sanguins, les veines, les artères et les capillaires sanguins, et on a vu un dernier point, c'est le système rénal. Alors les reins, quel est leur rôle? Ils vont capter finalement les déchets formés par nos muscles. Ces déchets, ça va être l'urée, l'acide urique et l'eau. Donc ils vont capter tout ça, les mélanger, et je vous rappelle que l'urée plus l'eau, ça forme l'urine, qui va passer au niveau de l'urètre, pas de l'urtère, pardon, ici, être stockée dans la vessie et être libérée par l'urètre. Et les personnes qui ont un dysfonctionnement, c'est-à-dire une anomalie au niveau des reins, on va devoir nettoyer leur sang par une machine qui s'appelle la dialyse pour éviter que ces patients emmagasinent trop d'urée. D'accord? Parce que si on a trop d'urée dans le système sanguin, c'est mauvais, il peut y avoir de nombreux risques, on peut aller même jusqu'au coma.
Voilà la partie à retenir en fait pour le corps humain. On continue avec la partie respiration. Donc là, on s'était posé la question, est-ce que l'ensemble des êtres vivants respirent? Comment démontrer ce point-là? Et pour le démontrer, on était parti d'une définition qui nous disait que la respiration, en fait, c'est capter de l'O2, donc du dioxygène, et rejeter du CO2. Et à partir de là, on a mené quelques expériences pour le tester, pour le vérifier. Je vous rappelle ce petit test ici avec le récipient A et le récipient B. Ici, on a un poisson, ici, on n'a rien, c'est notre récipient test, notre témoin, et on essaye de vérifier si notre individu ici consomme du dioxygène dans l'eau, c'est-à-dire si la quantité d'O2 va diminuer au cours du temps, et pour tester le CO2, on prend un petit peu d'eau ici et on la met en contact avec l'eau de chaude. Si l'eau de chaude devient trouble, c'est que le poisson avait rejeté du CO2. Et on avait bien démontré que ce poisson respirait, on avait aussi démontré que les asticots respiraient, et de même pour les végétaux. Donc si je fais un récapitulatif ici, au niveau des échanges gazeux, on avait défini la respiration, et on avait vu différents appareils respiratoires. Alors, on avait vu bien sûr le système pulmonaire, ça, on l'avait fait avec le corps humain, avec l'homme. On avait vu le système branchial, les branchies, que ce soit pour les poissons ou pour les requins. Donc les poissons ont des branchies avec des opercules pour entraîner un mouvement de l'eau, alors que les requins, eux, ont des fentes branchiales, mais n'ont pas forcément d'opercules, et donc je vous rappelle que c'est pour ça que certaines espèces de requins sont obligées d'être en mouvement en continu pour pouvoir brasser l'eau dans les branches, dans les branchies, pardon, et donc pour qu'ils puissent capter du dioxygène et rejeter du CO2. Autre appareil respiratoire, ce sont les stigmates, les trachées et les trachéoles. Alors ça, c'est plus chez les insectes et aussi les arachnides. Je ne l'ai pas fait avec tout le monde, donc je vais juste faire un point avec vous. Donc ça, c'est une observation au microscope où on constate des trachées et des trachéoles. Et je vais surtout mettre ce schéma-là puisque c'est assez clair. En fait, chez les insectes et autres individus, en fait, ils ont des orifices qu'on appelle des stigmates qui permettent de faire passer l'air dans ce qu'on appelle des trachées. Puis on arrive à des plus petites trachées qu'on appelle des trachéoles qui apportent directement de l'air au niveau de l'organe. Et c'est à partir de là qu'il va pouvoir synthétiser son énergie comme pour n'importe quelle cellule et relibérer, dans le parcours inverse, son dioxyde de carbone. Donc trachéole, trachée, et être libéré par les stigmates. D'accord? Donc ça, c'est l'appareil respiratoire pour les insectes avec le système de trachée. Au niveau des végétaux, là on a essayé d'observer aussi les échanges gazeux et on a vu qu'en fait les végétaux ils avaient une particularité, oui ils respirent, mais ils ont aussi la capacité de photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils sont capables de synthétiser leur propre réserve énergétique, donc leur amidon, leur glucose, à partir d'éléments CO2 et de l'eau. D'accord? Donc ils vont capter du CO2, capter de l'eau, et en présence de lumière, ils vont synthétiser un déchet, entre guillemets, qui est du dioxygène, et stocker des réserves en sucre. Donc j'ai fait un petit schéma ici. Voici, donc là on est en présence de lumière, le jour, on capte de la lumière, on capte du CO2, il capte quelques minéraux et de l'eau, et ça va permettre la synthèse de sucre et la libération de dioxygène. D'accord? Par contre, la nuit, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photosynthèse, et l'arbre fait uniquement de la respiration. C'est-à-dire qu'il capte du dioxygène et il rejette du dioxyde de carbone. D'accord? L'intérêt de ce mécanisme, c'est bien sûr les arbres, les végétaux vont au cours de la journée synthétiser des réserves en amidon, en sucre, et ce sucre-là permettra de se mélanger toujours avec du dioxygène pour former l'énergie et pousser. D'accord? Si les végétaux synthétisent trop de sucre, trop d'amidon, souvent ils ont des réserves. Je pense par exemple aux radis ou autres, les carottes par exemple, ce sont des systèmes racinaires qui emmagasinent le surplus de sucre en réserve. D'accord? Et nous, c'est ça qu'on consomme. Comment le CO2 et comment l'eau est captée au niveau des végétaux, ça aussi on l'avait observé avec une analyse sur le poireau, on avait observé l'épiderme supérieur du poireau et on avait vu qu'il y avait des cellules un peu spécifiques qu'on appelle des stomates qui contiennent une cellule de garde ici et une autre cellule de garde et un orifice ici qu'on appelle l'ostiole, et c'est sur cette structure anatomique que le dioxyde de carbone passe dans les feuilles pour la photosynthèse. Et l'eau et les minéraux, eux, ils vont être captés au niveau des poils absorbants des racines. D'accord? Donc ça, je l'avais structuré ici. Les poils absorbants et stomates qui permettent de capter le CO2 et d'absorber l'eau au niveau des poils absorbants. Donc voilà la synthèse pour les échanges gazeux au niveau des êtres vivants. Autre notion et point que là on a plus travaillé pendant le confinement, donc on avait vu très rapidement, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce point, on avait vu donc la place de notre
planète dans le système solaire, hein, la troisième planète tellurique et la troisième planète du système solaire. Cette planète, finalement, regroupe des conditions optimales pour développer la vie sur Terre. On avait vu que la structure sphérique de notre Terre entraînait une répartition de l'énergie solaire assez différente, hein. Donc, au niveau de l'équateur, les rayons solaires sont très concentrés, donc il fait chaud, alors que les rayons solaires au niveau des pôles sont diffus, ce qui entraîne des variations thermiques et donc des climats différents. Ces climats entraînent donc une répartition de la biodiversité de manière, enfin, correspond à ces climats, hein. Et donc on a des biomes et toute une biodiversité qui est répartie dans le monde en fonction de son climat et en fonction des besoins et de l'adaptation de ces espèces. L'homme, depuis pas mal d'années maintenant, a un impact assez négatif sur l'environnement et sur les espèces qui composent cet environnement, donc sur la biodiversité, et on s'est concentré principalement sur l'utilisation d'énergie fossiles et d'énergie renouvelable. Donc les énergies fossiles, hein, ce sont des énergies qui libèrent du gaz à effet de serre, ce sont des énergies qui sont limitées, hein, qui ont un stock limité, puisqu'ils ont mis de nombreuses années, des millions d'années à se former, alors que les énergies renouvelables, elles, ne sont pas, ont un stock illimité et n'ont pas d'impact sur le gaz à effet de serre. On libère très peu de gaz à effet de serre. Ça, c'était une petite justification, hein, des données sur le lien entre finalement l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le lien avec la courbe sur l'augmentation de la température. Donc, depuis de nombreuses années, finalement, la quantité de CO2 augmente dans l'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre, et donc les températures sont en lien avec cette augmentation de CO2. Donc l'action humaine, finalement, il y a consensus, hein, chez tous les scientifiques, hein, l'action humaine est responsable du réchauffement climatique. Voilà encore quelques données, hein, où finalement on constate que quelles sont les énergies que nous on utilise le plus, c'est le gaz, le charbon, le pétrole, donc des énergies fossiles, et ces énergies fossiles libèrent beaucoup de gaz à effet de serre, contrairement aux énergies renouvelables, hein, bon, okay. Les énergies dites propres. Et ce gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'il fait? Sa concentration dans l'atmosphère, lorsqu'elle augmente, les rayons solaires vont entraîner un échauffement, un réchauffement de la Terre qui va réémettre des rayons qui seront bloqués par les gaz à effet de serre, et l'accumulation de ces rayons infrarouges dans l'atmosphère vont augmenter la température moyenne de la planète. Et cette augmentation de la température, finalement, entraîne des déséquilibres importants, entraîne des acidifications des océans, entraîne des montées du niveau des eaux, entraîne bien sûr tout un déséquilibre d'écosystèmes et de biodiversité. Grâce à cette dernière activité sur les énergivores, vous avez pu constater qu'il y avait de nombreuses actions qui avaient un impact négatif sur l'environnement et que on pouvait réguler nos actions au quotidien en fonction de nos consommations, en fonction de notre mode de vie. On pouvait avoir un impact plus positif sur l'environnement, sur la biodiversité et vraiment avoir un raisonnement en termes de développement durable pour penser aux générations futures. Autre point que je voulais préciser, c'est la COP21. La COP21, bon, c'était en 2015, hein, il y avait 185 pays à Paris, au Bourget, qui ont signé pour ces accords. Et les deux points à retenir, hein, c'était l'objectif était de réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre et bien sûr de réduire la déforestation. Je vous rappelle que les végétaux, ils captent du CO2 pour faire de la photosynthèse. Ce CO2, c'est un gaz à effet de serre, donc si on coupe l'ensemble des arbres présents sur Terre, et effectivement, on favorise l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère et donc le réchauffement climatique. Donc voici une synthèse rapide, hein, de toutes les notions abordées. Maintenant, c'est à vous de jouer, hein. Vous avez un petit questionnaire à répondre et je vous dis bon courage et à bientôt.